À venir dans cet épisode. Pour moi, il fallait devenir, ou il fallait être un multimillionnaire pour être capable d'acheter une entreprise. Ouais. Puis quand il te fractionne les chiffres, il y a quelque chose qui s'allume. Je lui ai dit que j'aspirais à être un grand entrepreneur. Puis il me dit, comment tu vas le faire? Je dis, je vais trouver une entreprise. Il dit, OK, comment tu vas le faire? T'as pas d'argent? Je dis, je vais trouver. Donc, le soir même, c'est ça ma première aventure de repreneuriat. J'étais sur Kijiji, puis j'ai trouvé un fonds de commerce avant. Là, il va réduire une partie de votre salaire, puis ça met de l'argent de côté automatiquement. Puis après 5 ans, là, vous avez acheté 50% d'entreprise, 20% d'entreprise, peu importe votre entente, jusqu'à ce que vous allez chercher le 100% nécessaire. En tant que, tu sais, j'ai quand même une soixantaine d'employés, donc on parle pas d'une... quand j'ai commencé, j'avais comme moi puis mes cousins. Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Salut tout le monde, encore une fois, bienvenue au Black Ink Podcast. Mon nom c'est Carlando Moret, président de Ad Media et également coproducteur du Black Ink Podcast, et également votre host. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. I know, je sais, je dis tout le temps les sujets sont importants parce que je parle de ce qui m'intéresse réellement, qui vient me chercher et que je pense aussi qui a une importance aussi pour la communauté de manière générale. On va parler de reprenariat. C'est un sujet qui a été très abordé dans le milieu des affaires, dans le Québec Inc. Pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je vous amène 2 entrepreneurs que je suis et que je trouve extraordinaires, qui ont pu reprendre. Et il y en a même un qui c'est pas son premier rodéo, comme on aimerait bien dire. En fait, je vais vous présenter Olivier. Bonjour Carlando. Super, ça fait plaisir. Et Jean-Donald, qui ont ces 2 repreneurs de la communauté, puis qui connaissent beaucoup plus que moi. Moi, je suis un ambassadeur, j'en parle. Présentement, tout ce que je fais, c'est en parler et être capable aussi de mettre des personnes qui ont fait ce move de l'avant. Quand on parle de reprenariat, on parle aussi d'une certaine manière d'acquisition d'entreprise. Fait que c'est une autre forme d'acquisition d'entreprise, étant donné qu'on vit dans une communauté vieillissante et cette communauté vieillissante possède l'économie du Québec. Et cette communauté vieillissante qui possède l'économie du Québec, ils partent en retraite. Et le fait qu'ils partent en retraite, leurs enfants ne veulent plus reprendre l'entreprise ou pour toutes sortes de raisons. Mais par contre, ces opportunités qui restent là, tous les ans, je pense qu'il y a à peu près 20 à 25 000 entreprises, si ce n'est pas plus, qui sont en vente au Québec, qui n'arrivent pas à retrouver des gens qui sont prêts à les acheter. Fait que pour moi, le reprenariat, à date, c'est la seule opportunité que je trouve que notre communauté a en Occident, en Amérique, à Montréal, au Canada, pour pouvoir reprendre une force économique, pour pouvoir se recentrer sur nous également aussi, faire des sous, envoyer nos enfants à l'école, être capable de s'engager du monde qui viennent de chez nous. Fait que sur ce, je vais laisser les gars se présenter un peu. On va commencer par toi, Olivier. Excellent. Merci, Carlando, de m'avoir sur cette émission. Puis je suis accompagné d'un autre entrepreneur que j'admire, que j'ai eu la chance de rencontrer récemment. Je me présente, mon nom c'est Olivier Dolérès, j'ai 34 ans, je suis d'origine haïtienne, première génération d'immigrants étaient mes parents. J'ai grandi à Laval, ma formation académique ça a été dans le fond à l'Université de Montréal en relations industrielles. Par la suite, mon parcours professionnel, puisque j'ai été employé aussi avant d'être entrepreneur, j'ai appris à être leader avant d'être le leader. Mm-hmm. J'ai travaillé dans des centres d'appel dès l'âge de 15 ans jusqu'à 27 ans. Puis à travers 15 ans, c'était légal ça? Tu vois, au fait, je suis né au mois d'août. Donc, ce que ça permettait de faire, c'est que j'étais borderline début entre les deux. Donc, à 15, j'ai commencé en été. Donc, voilà. J'ai peut-être quelque chose là-dessus aussi que je pourrais partager après. Ouais, donc c'est ça. Bref, j'avais trouvé une petite job ici au centre-ville, au fait. René Lévesque-Peel à faire du outbound call à vendre des assurances. Parcours professionnel. De fil en aiguille, j'ai monté dans les échelons de la télécommunication. J'ai fini par travailler chez TELUS pendant 7 ans. J'étais spécialiste en vente, dans le fond, en tout ce qui était frontline. Donc, tout ce qu'un client avait besoin chez TELUS, mais il parlait avec moi en premier. Mm-hmm. Puis, dans cette structure-là aussi, j'ai eu la chance de gravir les échelons. Parce que quand TELUS a décidé de commencer à sous-traiter ici au centre-ville, il m'envoyait moi pour former les nouvelles cohortes. Puis, essayer de leur apprendre un peu comment vendre effectivement, ouais. Puis l'art du service à la clientèle. Ouais. C'était quelque chose, c'est un job assez difficile. Puis pour arriver à mon parcours entrepreneurial, comment c'est arrivé? J'ai eu la chance d'avoir
un intrapreneur que j'admirais énormément au sein de la compagnie TELUS. Il était d'origine haïtienne aussi. C'était le directeur des opérations, donc c'était le boss de mon boss. Sous lui, il y avait à peu près 2000 personnes-ish. Puis lui aussi a monté dans les échelons, donc lui, il était déployé, mais à l'international. Donc, représentation. Exact. Donc, lui a eu des mandats d'ouvrir des centres d'appel en Guatemala, Roumanie, aux Philippines pour la sous-traitance. Puis à travers ça, j'ai essayé d'avoir du mentorat de sa part. Puis après ma première session, au fait, je lui ai dit que j'aspirais à être un grand entrepreneur. Puis il me dit, comment tu vas le faire? Je dis, ben, je vais trouver une entreprise. Il dit, OK, comment tu vas le faire? Tu n'as pas d'argent? Je dis, ben, je vais trouver. Donc, le soir même, c'est ça ma première aventure de repreneuriat. J'étais sur Kijiji, puis j'ai trouvé un fonds de commerce à vendre. C'était quoi? C'était des garages mobiles. Je changeais des pneus à domicile. Exact. Tu savais faire? Zéro. Est-ce que tu savais faire ça? Zéro. T'as appris ça sur Zéro. YouTube? J'ai appris ça sur mon téléphone que j'ai filmé. Le gars le faire pendant... au fait, juste pour raconter la transaction, je ne veux pas trop prendre de mon temps. Je ne sais pas comment ça va aller, mais je veux prendre le Moi, temps. je trouve ça super fonceur. Vas-y. OK, let's go. Ben bref, c'est ça. Le soir, après ma session de mentorat, je vais sur Kijiji, j'écris fonds de commerce à vendre. Je trouve une remorque à 2 montagnes, pas lettrée, rien fermé. Ça montre changement de pneus à domicile. Je suis comme, make sense, you know. J'ai trouvé c'est moi le travail, puis ça me coûte rien. Puis un coup que je finis de payer ma remorque, ben, chaque saison d'après, ben, c'est moi qui change les pneus. Ouais. Je vais rencontrer le gars, j'arrive un peu habillé comme ça, il me regarde. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Mind you, c'est un vétéran de l'armée québécois. Il voit un petit Haïtien qui arrive en genre Nissan Sentra. Il est comme what the hell? Longue histoire courte, je regarde le gars, je dis sincèrement, je sais pas comment je vais le faire, mais je sais où est-ce que je m'en vais. Puis j'étais dans son bureau, je m'en rappelais, sa face, elle a juste changé. Puis il a dit OK, excusez-moi, il a dit parfait, viens, je vais te le montrer une seule fois. Puis si ça marche pour toi, ben tu me rappelleras. Fait que je suis rentré dans la remorque. Dans cette remorque, il y avait une génératrice, un compresseur, une machine à changer des pneus, un balanceur, tous des équipements pour changer des pneus, dans le fond, sur la route. Truc que j'avais absolument aucune idée comment utiliser aucun de ces équipements. Donc, il les a partis chacun une fois. Puis j'ai filmé avec mon iPhone 4. Le soir même. C'était vraiment bon. C'était le meilleur iPhone. Je te jure. Ouais, c'était le meilleur iPhone à cette coche. époque-là. Ça venait avec Siri qui sortait. Je pense, mais c'était comme la transition de iPod à téléphone. Je commençais ça. Donc, voilà. Puis j'ai consommé ce contenu-là la même soirée. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo comment faire. Puis le gars, il demandait, exemple, je pense qu'il me demandait 13 000 $ dans le temps. On parle de 2013. Beaucoup d'argent. Ouais, j'avais pas cet argent-là. Je travaillais en temps partiel, j'allais à l'école. Puis j'essayais de trouver comment j'allais faire. Puis j'ai été voir ma mère et ma tante. Moi, j'ai été élevé par ma mère et ma tante. J'ai pas eu de symbole partenaire dans ma vie. Puis les deux m'ont endossé. Donc, j'ai pris un prêt à la banque, j'ai pris la business. Et mon parcours entrepreneurial est parti. C'est là que j'ai commencé le tout. Halloween, je te dirais 2013, première journée de changement de pneus. J'ai un employé avec moi. Jamais changé de pneu de ma vie. Pour tirer la remorque, j'ai emprunté un véhicule d'un de mes amis. Fait que j'ai parti cette aventure-là. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, dans le fond, j'étais l'adjointe, j'étais le chauffeur, j'étais le changeur de pneus, puis j'étais l'installateur. Le développeur des affaires. J'étais le développeur des affaires. J'étais le comptable aussi. Donc, dans tout ça dans la remorque, il y avait l'espace pour tout ça dans l'auto. avoir le lit aussi, j'avais un petit flip-flop LG sur le téléphone. J'avais un site web que j'ai eu à apprendre comment le monter, comment me placer sur Internet pour être dans les premiers. Après ça, j'ai lettré ma remorque. Tu sais, toute l'école de la vie entrepreneuriale, mais j'ai parti comme ça avec ce projet-là. Puis justement, j'étais l'adjointe, je répondais au téléphone. Tu comprends? Je veux tel service, tel prix, telle affaire, booking, etc. Puis par la suite, j'ai commencé à grandir. Grandir comment? Ben, mes cousines prenaient les appels pour moi. Mes voisins autour de chez nous, ils travaillaient pour moi. Mon voisin, qui aujourd'hui est mon associé, a travaillé pour moi aussi. Mes cousins ont travaillé pour moi. Donc, j'ai grandi cette business-là avec mon entourage. Puis j'ai fini par acheter un compétiteur. Fait que j'étais rendu avec 4 remorques. Wow. J'avais un rêve d'avoir des franchises. Donc, mon rêve était d'acheter une franchise de Subway ou La Crèmerie. Je suis pauvre, on vient de rien. Fait que j'étais comme, à chaque fois, je réussissais à avoir les formulaires. J'étais tellement content, je trouvais que c'était tellement un accomplissement. Mais dans l'exécution, c'était irréalisable parce que j'avais pas 100 000 $. On n'avait pas ça. T'avais pas la structure. On n'avait pas, mais j'avais pas les parents pour. J'avais pas l'entourage pour. Mais au moins, tu as eu l'entourage pour la remorque.
Ça t'a permis Exactement. de débuter, Donc, quoi. ce que j'ai décidé de faire, j'ai fait une franchise dans ma business. Hmm. J'ai décidé de la vendre à quelqu'un, à un de mes employés. Fait qu'il a acheté sa première franchise. Donc, parcours de changement de pneus. Côté été, qu'est-ce qui est arrivé? Je voulais quelque chose d'estival aussi. Donc, j'ai été chercher une deuxième business estivale qui était, je voulais regarder peut-être dans l'aménagement paysager, dans l'entretien paysager. Ça n'a pas donné. Puis, mon premier ami d'enfance, au fait, il y avait une compagnie dans le domaine de la clôture. Donc, je l'ai abordé. J'ai dit, est-ce que je pourrais prendre la moitié de ta business? Puis moi, on jume les deux business. Initialement, il avait refusé parce qu'il était avec son cousin. Puis en 2017, il a accepté. Son cousin l'a laissé. Puis moi, je suis rentré dans le domaine de la clôture. Fait que là, j'ai commencé à apprendre comment ça fonctionne. On va revenir là-dessus, d'accord? Of course, On va revenir là-dessus parce que moi, j'aimerais savoir aussi comment toi, tu as commencé. Comment t'es venu l'idée de se dire, d'avoir le gosse, de se dire, moi, je vais acheter une entreprise au Québec. Ben écoute, je fais une bref description de qui je suis. Jean Donageur, tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce podcast puis partager l'information. Tu sais, dans ma famille, on dit que l'information n'est pas partagée, elle n'a pas de valeur. Donc, on y croit, puis comme des vieux pasteurs, on n'a pas de prêcher la bonne nouvelle. Pour moi, le reprenariat est un outil extraordinaire qu'effectivement la communauté a accès et peut utiliser pour prendre vraiment un galon rapide. C'est pas le seul outil, il y en a d'autres, mais cet outil-là, vraiment, il est vraiment spécial. Pour le moment, je pense que c'est le seul qui a autant de potentiel d'arriver aussi vite. D'arriver aussi vite, Oui, je suis aussi d'accord. vite, ouais. Mais on est très actifs dedans. Donc, moi, je suis né en Haïti. Donc, j'ai émigré au Québec avec ma mère et mes 3 autres frères. Donc, on était 4 garçons. Ça fait un petit moment. Ça fait 30 et... Là, je suis vieux. Je viens d'avoir 40 la semaine passée. Donc, ça fait 33 ans. OK. Donc, je suis arrivé ici à l'âge de 7 ans. Je dirais ma formation au niveau scolaire. Donc, une technologie, un diplôme en technologie d'électricité au Collège Antique. Par la suite, moi, je savais déjà en secondaire 4 que je voulais devenir ingénieur. Puis c'était drôle. Je sais pas, j'aimais démonter les choses, j'aimais comprendre, mais je n'étais jamais capable de les remonter. Fait que ça faisait, ça faisait pas vraiment l'unité à la maison. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui m'allumait beaucoup. Puis je me rappellerai encore l'école secondaire Mont-Royal. Puis la conseillère m'a dit, ben pourquoi tu deviens ingénieur, tu sais, au Québec, c'est plus... Là, elle me montrait les statistiques, il y a plus de techniciens qu'ingénieurs, tu vas avoir plus d'opportunités d'emploi et tout. Moi, je rentre à la maison convaincu de ça, mais j'avais un cousin à moi, Jonas Germana, qui est ingénieur lui-même, puis je lui en parle, il dit, ça l'a dit là. Puis à partir de là, tu sais, ma route était tracée. Donc, quand les gens le savent, je suis allé à l'ETS. La représentation. Moi, c'est ça que je remarque beaucoup. Vous avez eu du monde autour de vous qui ont pu vous montrer que c'était possible. Tout à fait, tout à fait. Faites un bac génie électrique. Moi, je me suis redirigé vraiment, je voulais devenir quelqu'un plus au niveau gestion de projet. J'ai fait ensuite une maîtrise à l'Université de Sherbrooke en gestion, ce qui m'a permis d'avoir accès à certains emplois intéressants. Je fais 10 ans dans le monde de l'hydroélectricité. Mon expertise, c'est la gestion de construction de centrales hydroélectriques. Donc, j'ai fait plusieurs projets où est-ce que je partais pendant 6-8 semaines, tu reviens 2 semaines, tu repars encore. Avec Hydro-Québec et tout ça? Moi, je travaillais pour une entreprise qui s'appelle Litostra et on était des turbiniers. Puis la turbine hydroélectrique, c'est le cœur de la centrale. Donc, ce qui fait que quand tu es le fournisseur, ben, tu obtiens aussi l'alternateur, contrôle protection. Fait que tu te retrouves à avoir la grosse gamme du cœur qui est la centrale elle-même. Puis, donc, tu passes de phase d'ingénierie à montage en chantier. Fait que ce qui fait que là, tu dois acheter en chantier, puis t'es quasiment à temps plein. Là. Fait que ça, c'était des projets passionnants. Puis les compagnies pour lesquelles on travaille, Boralex, c'est la compagnie sœur de Cascade. Inergex, une grosse compagnie québécoise à l'international maintenant au niveau énergétique. Et Hydro-Québec, parce qu'Hydro-Québec n'est pas le seul fournisseur d'électricité. Officiellement, ils sont, mais il y a d'autres fournisseurs d'électricité qui vendent l'électricité à Hydro-Québec par contrat. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai travaillé là quand même un bon bout de temps, mais en parallèle, ma femme, Lorna et moi, on a toujours eu l'ambition et tout, entrepreneuriale. Fait qu'on a commencé rapidement à investir en bourse, rapidement à assembler l'argent. Fait que vivre en dessous des moyens, ça, c'est pour nous, on l'a fait pendant 10-15 ans. C'était pour nous, c'est inné. Avec ça, beaucoup d'investissements dans l'immobilier. Puis c'est toujours des investissements stratégiques. Je donne toujours l'exemple.
Lorna avait appris que Molson, qui est installé à Montréal, sur la rue Notre-Dame, déménageait sur la rive sud. On a fait des recherches. Elle a trouvé où est-ce qu'ils allaient s'installer. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté autour. Ouais. Exactement. Fait que quand ils ont déménagé, les valeurs ont explosé. Ouais. Puis notre thinking, c'était, les gens qui travaillent chez Molson, c'est des gens qui ont des très bons salaires. Fait que quand ils vont transiger, ils veulent un bien, un produit qui est premium. Fait que c'est ça qu'on est allé chercher. Puis ça a été un des bons coups pour nous. Okay, bref, on enligne 2-3 bons coups comme ça, puis à un moment donné, tu prends un petit peu de galon. Au niveau du reprenariat, à l'Université de Sherbrooke, j'ai eu un cours qui s'appelait l'ingénieur entrepreneur. Puis le cours était brisé en 2 morceaux. Première partie, c'est le classique, l'entrepreneuriat, comment bâtir une entreprise, comment partir une entreprise. Puis mon prof, Jimmy Boudreau, qui lui est comptable et qui en a fait plusieurs des transactions, il a inclus la deuxième partie dans le cours. Comment acheter une entreprise. Oh, OK. C'était quel moment, ça? Je te dirais, ça doit faire 7 ans à peu près, 8 ans. OK. Puis, OK, avant-gardiste tout de même, parce que maintenant, c'est comme si on dit que c'est tout le temps, c'est maintenant que tout le monde veut faire ça, tu sais. Puis lui, il le faisait, il avait fait déjà plusieurs fois, il a fait plusieurs transactions, il retape l'entreprise, il la roule 5-7 ans, ensuite il la revend, il passe à la prochaine. Fait que c'est un entrepreneur en série, qu'on dirait, là. Puis, à travers ce cours-là, quand le cours, on parlait de ça, pour moi, il fallait devenir, ou il fallait être un multimillionnaire pour être capable d'acheter une entreprise. Ouais. Puis quand il te fractionne les chiffres, il y a quelque chose qui s'allume. Fait que je lui ai dit, écoute, moi, c'est quelque chose qui me plaît plein. Il m'a dit, Jean-Donald, tu sais, dans ma classe, là, je dirais peut-être 1 personne sur 5 vraiment qui va aller dans l'entrepreneuriat un jour, là. J'ai dit, OK. Quelques années plus tard, je le rappelle justement, moi, Maxivan, on a acheté l'entreprise il y a 2 ans de ça. Ça nous a pris quasiment 3 ans pour le trouver. Fait que 5 ans avant ça, j'ai donné un petit coup de fil à Jimmy. Jimmy, tu te rappelles de moi? Parfait, je t'invite à prendre un café. Super gentil, on a pris un café ensemble, on a reconnecté, on a parlé. Il m'a présenté l'entreprise qu'il avait actuellement. Puis là, on a commencé à vraiment remettre à jour un petit peu mes connaissances qu'on avait vues en classe. Puis là, je suis parti sur le reprenariat. Le reprenariat, là. Ouais. Donc, en fait, c'est ça, parce que t'as nommé un truc extrêmement important, parce qu'à chaque fois que j'en parle à des jeunes personnes ou des gens du reprenariat de manière générale, ils me disent, mais où je vais trouver cet argent? Je suis comme, mais où tu trouves l'argent pour acheter ta maison? C'est exactement ça. Je suis comme, ta maison là, qui coûte 500 000 $. Il y a des entreprises qui valent moins que ça. 500 000 $, mais la maison, tu te casses la tête pour trouver l'argent pour l'acheter. Tu payes 5%, oui, mais acheter une entreprise, c'est quoi le pourcentage de cash down qu'on te donne à peu près? Écoute, dans une transaction conventionnelle, je vais dire structurée, standard, ça va être 30-30-30. Donc, 30% de mise de fonds, 30% tu peux aller chercher le BPV, puis 30% de financement. BPV, il ne faut pas aller aussi vite, oublie pas. Oui. On est en train d'apprendre les gens là, sous ceux qui ne savent pas surtout, tu vois. Et une balance de prix de vente. Donc, tu vas le retrouver aussi en immobilier. C'est quoi une balance de prix de vente? C'est un financement à l'acheteur. Donc, on retrouve ça en général, tu sais, les gens vont rentrer en contact dans l'immobilier, puis c'est un peu snobé, les banques, ah non, BPV, ils n'acceptent pas tellement. Mais en entrepreneuriat, c'est quasiment demandé. Ce qui veut dire que l'entrepreneur va te vendre son entreprise, donc le cédant va vendre à l'acheteur l'entreprise, et lorsque tu vas faire un financement avec une banque, on appelle ça un prêt conventionnel, mais la banque va demander que la personne laisse des billes dans la transaction pour garantir, exactement, pour sécuriser, pour dire, moi, je crois dans ma business qui va être là, elle est solide, pas parce que c'est Jean-Donald qui le prend, qui va le craser. C'est tellement bien monté que ça va aller, fait qu'il va te laisser un montant d'argent que tu n'auras pas à financer. Et techniquement parlant, cette personne te finance pour reprendre sa business. C'est exactement ça. Si à la place, c'est comme si tu achetais une maison, et le propriétaire de la maison dit, écoute, tu sais quoi, je vais te laisser 10 000 $, tu peux me payer 10 000 $ sous 5 ans. C'est exactement ça. Puis là, je donne le chiffre. Écoutez, chaque transaction est différente, mais il faut voir ça comme ça. Dans une transaction, si vous êtes capable d'aller chercher un 10% du prix de vente, en général, vous allez avoir des partenaires qui vont être capables de l'accepter. Plus l'entreprise est profitable, plus la mise de fonds peut être diminuée. En dessous de 10%, là, ça devient vraiment difficile. Mais il y a d'autres partenaires qui sont là pour ça. Donc, ils vont faire que ce soit un prêt qu'on appelle un prêt mezzanine, un prêt sans garantie. Par exemple, BDC Capital, les fonds FTQ, Investissement Québec vont se rattacher avec toi en disant « Je crois en toi, ton projet fait du sens, je me colle avec toi pour grossir la mise de fonds, puis le reste, c'est la banque conventionnelle qui va le prêter. » Puis aussi les organismes de développement économique des villes ou des quartiers comme PME Montréal, je pense qu'il peut soutenir par rapport à ça. Ils peuvent donner des montants, mais ils ne peuvent pas, par contre,
en tout cas pas à ma connaissance, rentrer dans la transaction avec toi. Ça va être plus des joueurs à ce niveau-là, BDC Capital, qui vont pouvoir aller là. Puis ils peuvent le faire sous deux formes. Soit ils vont y aller en capital pur, donc ils vont dire, bon, OK, je te donne un... En capital pur, tu veux expliquer? Ça veut dire en argent seulement, ils vont te prêter 500 000 sur la transaction, par exemple, sans garantie, ce qui veut dire, si ça foire, on est correct là. D'accord? Eux autres, ils prennent le risque. Par contre, leur taux d'intérêt est beaucoup plus élevé. Et ce prêt-là, ils vont avoir des conditions. Par exemple, il faut que tu respectes un ratio, que si l'entreprise fait tant d'argent, il faut que tu en laisses tant dans l'entreprise. Tu ne peux pas sortir plus d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou ils peuvent y aller aussi en partenariat avec toi. Donc, ils vont aller, on va dire, ils vont prendre 40% de l'entreprise et 60% avec toi. Donc, ils vont être en actionnariat avec toi. Et il va y avoir un plan de rachat dans 5 ans, parce que autres, leur but, c'est pas d'avoir 50 000 entreprises. Ils sont pas rodés pour rouler les entreprises. Ils sont là pour générer de l'argent, générer du profit. Fait que dans 5 ans, tu les rachètes quand tu es rendu à tant de profitabilité, puis on s'entend sur un prix de rachat. Oui, exactement. En fait, Olivier, j'aimerais ça que tu fasses peut-être la différence, tu montres la différence entre acheter un fonds de commerce et acheter une entreprise, reprendre une entreprise ou acheter l'entreprise carrément. Oui. Fait que je sais qu'il y a des petites nuances là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous en parler plus, quoi? La nuance, c'est peut-être, je vais plus la présenter selon comment je l'ai vécu, mais tu sais, un fonds de commerce, il arrive certaines fois que c'est un commerce qui est fermé. Dans le sens que tu prends le fonds de commerce, tu as tous les équipements, tu as l'emplacement, tu as tout ce qui vient avec, mais après ça, tu n'as pas quelque chose vraiment d'opérant. Tu ne possèdes pas l'entreprise réellement. Tu ne possèdes pas le nom nécessairement? Ben, c'est comme par layers. Soit tu peux aussi prendre le nom ou tu prends juste vraiment tout ce qui est les actifs. Exactement. Puis ensuite, tu repars dans le même domaine. Et fonds de commerce. Repreneuriat, je te dirais, c'est plus la compagnie est opérante. Puis là, toi, tu viens de greffer là-dedans, puis tu continues les opérations selon la base que les anciens propriétaires ont placée. Puis, tu sais, c'était super. Depuis tantôt, il parle. Je suis comme incroyable professeur. Parce que vraiment, chaque terme est concis, puis précis, puis... C'est un ingénieur, en fait. Mais dans le sens que il vient d'expliquer... Il y a des ingénieurs créatifs aussi. Oui, je sais, mais pas juste ça. Il vient d'expliquer clairement, simplement, exactement les concepts de comment un deal peut se passer avec des institutions financières. Puis aussi, moi, ce que j'aime bien à dire, comparativement à monter ta start-up, quand tu montes une start-up, normalement, on disait, il y a 10 ans, on disait, ça prend 5 ans pour te donner un salaire. Techniquement, maintenant, avec la vie actuellement, je pense que ça prend 10 ans pour te donner un salaire conséquent, tu vois. Et il y a une chose que je remarque beaucoup avec le reprenariat. Vous me dites si je me trompe, guys, c'est vous les experts. Quand tu achètes une business, tu as un salaire qui vient avec. Fait que tu achètes une business qui peut potentiellement te donner un salaire, right? Je suis d'accord avec ce point-là. Je vais peut-être juste un petit point par rapport à... Quand tu achètes une entreprise, oui, tu as un salaire parce que tu achètes une entreprise, tu achètes une capacité de générer un profit. C'est ça que tu achètes, une entreprise. Dans l'entreprise, si l'entreprise est bien structurée, puis si les banques t'accompagnent et tout, en général, ils s'assurent que ce soit ça, il va y avoir une partie de salaire pour les propriétaires ou pour une masse salariale pour les propriétaires. Mais ça ne veut pas dire que tu vas vivre grandiosement. Là. La parenthèse que je veux créer pour faire la différence, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas partir une entreprise. Partir une entreprise, tu es inspiré, tu as une idée, tu as un produit, vas-y. Par contre, garde en tête, statistiquement parlant, une entreprise sur 4 ou une entreprise sur 5 après 5 ans qui sont encore ouverts, fait que tes chances de réussite sont minces. Je ne veux pas te décourager, je veux juste que les gens gardent les choses en tête quand ils se lancent. Parce que souvent, les gens vont se lancer avec toute leur énergie, toute leur jeunesse, puis tous leurs actifs aussi là-dedans. Alors que racheter une entreprise... Maximum, c'est une entreprise qui a 21 ans. Fait que ça fait 21 ans que l'entreprise fonctionne et génère des revenus. Là, je me rattache dedans. Mon travail, c'est continuer ça puis rajouter une pierre par-dessus ce qui est déjà construit. Pour moi, c'est plus facile. Mais à ta question, oui, un salaire qui vient avec. Là, c'est à voir, est-ce que tu le prends au complet ou est-ce que tu en laisses une partie? Tout dépendamment de la transaction et tout ça. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu prends un salaire conséquent présentement ou pas? Ben, c'est sûr qu'en tant que... Ben, tu sais, j'ai quand même... une 60aine d'employés, donc on parle pas d'une... quand j'ai commencé, j'avais comme moi puis mes cousins. Et les voisins. Et les voisins, donc tu sais, c'est pas la même chose. Donc oui, il y a un salaire qui vient avec ça, parce que comme Jean explique, c'est que dans la structure, tu sais, chaque personne occupe leur poste. Donc tu sais, t'as un directeur général, veux pas, t'as quand même des directeurs qui relèvent de toi, donc
as un travail à accomplir puis tu as une performance à avoir. Donc oui, dans le reprenariat, ce qui vient avec, c'est il y a une structure salariale déjà établie, puis tu te places là-dedans selon ce que tu peux apporter. Parce que tu peux avoir un actionnaire que il peut pas être président, il peut pas être directeur général, mais par contre, c'est un excellent installateur ou c'est un excellent opérateur, mais il peut quand même être actionnaire. Ouais, exact. Par contre, dans la structure, il y a des gens qui sont plus calés pour occuper différents postes. Donc, c'est une réalité qui est à accepter. Puis, un point qui l'amenait aussi, tu sais, quand on se part nous-mêmes, notre entreprise, tu sais, tu te demandes, des fois, ça prend du temps pour se donner du salaire, mais je pense que c'est normal. Je pense que c'est un sacrifice à faire. Oui, absolument. Tu sais, les cas que quelqu'un part une entreprise puis qui se paye déjà la première année, je te dirais que chapeau. S'ils réussissent à faire ça déjà là d'entrée de jeu, puis en plus qu'ils survivent après 5 ans, chapeau. Moi, je te dirais que quand j'ai commencé, tu sais, moi, j'ai fait au moins quand même longtemps là, sans salaire. Là. Je te dirais. On survit. On survit, tu comprends ce que je veux Exactement. dire? Juste pour payer l'épicerie. Donc, tu sais, mon parcours entrepreneurial, aujourd'hui, je suis à ma 11e année. Mais j'ai fait quand même... J'ai 34 ans. Impressionnant. Ouais, vraiment. Merci. Ben, toi aussi, c'est... Non. Merci. 34 ans, Ça me 11 touche. ans d'expérience, 23 ans, tu as eu le guts de dire je me lance, puis regarde aujourd'hui, Merci, j'admire. Ben, likewise. Merci, j'apprécie. J'adore ça. Puis, tu sais, tu vois, c'est ça, tu pars de là, mais tu sais, je pourrais dire que j'ai fait au moins 3-4 ans sans salaire. Là. Ouais. Puis après ça, j'ai commencé salaire minimum, puis au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est, comme j'en disais, c'est le concept d'avoir une entreprise, c'est que oui, tu es toi, tu as ton revenu et ta personne, mais l'entreprise en soi est une entité, est une personne. Donc, elle, en soi aussi, doit se faire payer, doit vivre, doit générer des revenus. Donc, la beauté, c'est de dire que tu es un humain, tu travailles pour toi, tu as un revenu, mais tu as aussi une structure derrière toi qui génère elle-même ses revenus. Mais en même temps qu'elle génère ses revenus, elle permet à 80, je sais pas combien de foyers de vivre. Ouais. Donc, c'est ça c'est comme ça que je pense qu'il faut le considérer puis le percevoir, pas trop être axé sur est-ce que je vais me faire payer off the get-go. Ouais. Absolument. C'est un bigger picture, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Tout à fait d'accord. Tu sais, tu regardes ça comme ça. En tant que propriétaire, mon travail, c'est le bottom line. Je dois m'assurer que mon entreprise roule, que tout ce qui a les embûches, je les tasse. Je mets les bonnes personnes sur les bons sièges. Lorsqu'on a repris l'entreprise, Lorna et moi, on était donc 2 actionnaires. On était à 50-50 maximum. Mais on reprenait 3 personnes. Fait qu'il y avait 3 salaires. Fait que oui, il y avait quand même, je veux dire, une masse intéressante. Mais je vais être très franc avec vous. La première année, 83 500 chacun, là. Parce que ça donne à peu près 165 000, mais toute la balance de ce qui restait, on l'a balancé dans l'entreprise pour pouvoir permettre à l'entreprise de respirer. Oui, bien sûr, absolument. Tu ne peux pas non plus asphyxier l'entreprise, quoi. Bon, tu vois, c'est ça. Parce que pour moi, vaut mieux que l'entreprise a beaucoup plus que moi, parce que je sais que les années qui vont venir, je vais pouvoir en profiter. Et quand tu vends une entreprise qui est bien financièrement, ben, tout à fait, peux vendre quand même assez bien, quoi. Puis on a quand même des avantages, tu sais, le cellulaire, les voyages, la voiture, l'essence. Le Wi-Fi. Tu fais plus pour ça. C'est ça, il y a plusieurs choses qui s'attachent. Là, donc, voilà. En fait, là maintenant, je veux ramener ça vers la communauté, vers nos communautés. Moi, je suis convaincu que on n'a pas le choix d'aller là. Nos jeunes gens qui sont probablement... On a toujours le choix d'eau. Ouais, ben... Dans le sens que c'est une belle avenue. Il y a un bel incitatif dans cette direction-là pour nous. Ou est-ce que ce que tu veux dire, c'est on n'a pas le choix d'aller là si on veut arriver à la même place que les autres communautés exactement, très rapidement. Exactement, c'est ça que je veux dire. En ce sens, on n'a pas le choix. Ça, pour moi, c'est la seule solution. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous voyez d'autres solutions présentement qui nous permettraient en très peu de temps, en 10 ans, 5-10 ans, de pouvoir atteindre un certain niveau économique assez rapidement? 5-10 ans, une autre COVID peut-être, pour l'immobilier. Moi, je peux le dire que, sincèrement, j'ai toujours à chacun sa définition de la réussite. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas nécessairement une définition de réussite. Je vais te donner ma définition, d'accord? Plus que les entreprises réussissent dans nos communautés, plus que nos OBNL qui travaillent pour prendre soin de nous, on va pouvoir les donner de l'argent, 100%. On va pouvoir les aider à avancer. Plus qu'on peut prendre soin de nous, plus que tu peux engager tes cousins, exact, et ainsi de suite. Mais c'est ça que je parle. C'est ça ma définition de la réussite pour la communauté. Je parle pas de les autres types de réussite. C'est comment financièrement parlant on peut réussir maintenant en Occident,
Plus rapidement. Qui est aussi, l'Occident est vieillissant. Oui. Puis il y a plein de jeunes noirs, plein d'entreprises noires, puis c'est une opportunité. Il y a du monde qui ont le capital pour acheter, mais qui ne pensent même pas à ça. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que, dans le fond, dans notre communauté, l'avenue de la scolarité, c'est un avenue qui peut t'amener de la belle argent. Là. Ouais. Combien d'entre nous de la communauté qui chauffent des bancs, mais on va se dire, mais qu'on siège à l'université. Regarde juste ça, ça va te répondre à ta... Je ne suis pas sûr de comprendre. Mais dans le sens que si tu rentres dans un amphithéâtre, puis tu vas voir le ratio de personnes de notre communauté versus les autres communautés, c'est quoi ton ratio? Il est faible. Il est quasi inexistant. On va se le dire. Mais c'est la même chose dans toutes les autres sphères. C'est qu'on est... Donc, si on me demanderait à moi, par exemple, est-ce que je pense que le reprenariat est la voie ultime pour la liberté financière, si on veut arriver à ça, je pense que non. Je pense que la scolarité est un avenue et l'intrapreneuriat. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais dans le sens que, je te donne un exemple, n'importe quel... On a plusieurs belles boîtes que tu vois, exemple... j'ai un de mes cousins qui est associé chez Deloitte. Je pense qu'il fait quasiment 1,5 million par année. Mais c'est magnifique, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas un entrepreneur, c'est un intrapreneur. Absolument. Donc, je pense que c'est d'autres avenues aussi qui pourraient être possibles. Ouais, absolument. Le reprenariat en est un excellent. Ouais. Mais la scolarité et l'intrapreneuriat, je pense que dans notre communauté, on arriverait à quelque chose de bien. Je vais juste citer, moi j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui s'appelle Nadine El Sadi, elle est directrice de compte à la BDC. Oui, Nadine. Nadine, elle connaît, une chic dame. Puis on l'a rencontrée drôlement dit dans une conférence immobilière. Puis elle parlait de financement. Puis on l'a retenue, Lorna a super bonne mémoire. Écoute, tu parles de quelque chose il y a 1 an, tes enfants étaient malades. 1 an plus tard, elle va dire, puis la grippe, ça s'est bien passé et tout. Alors que moi, ça rentre dans une oreille puis ça sort de l'autre côté. C'est pas l'information que j'arrive à retenir. Bref, on a connecté avec Nadine et tout. Un peu plus tard, on la recontacte pour certaines affaires. Puis là, on lui dit, écoute, Nadine, là, on regarde pour le reprenariat. Puis elle a commencé à nous parler. La BDC a un mandat spécial parce que la BDC, c'est la Banque du développement du Canada. Et les gouvernements reconnaissent plusieurs choses, dont une qu'au niveau de la communauté, je vais parler pour la nôtre, communauté noire, on est parmi les plus scolarisés, mais on est parmi les moins représentés à plusieurs sphères. Si tu regardes, moi, j'ai travaillé pour Hydro-Québec lorsque j'étais dans le monde de l'hydroélectricité pendant 5 ans. Si tu regardes au niveau du management, au niveau de la direction, et encore pire, au niveau de la haute direction, on est très, très, très peu représenté par rapport à un nombre de personnes qui sont là. Par contre, avec ça, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Puis ce qu'elle disait, c'est que c'est pas qu'on manque de connaissances ou de compétences, c'est simplement qu'on ignore certaines choses par rapport à certains investissements, dont le reprenariat. Moi, j'avais pas ma mère qui était entrepreneur, qui avait une entreprise, qui pouvait m'en parler. Contrairement à ma fille qui a 5 ans, qui vient au bureau de temps en temps, puis on lui parle de certaines choses, il y a fort à parier qu'à 13 ans, ma fille va comprendre parfaitement comment acheter une entreprise parce qu'elle aurait tellement entendu parler à la maison de ça que pour elle, c'est normal. C'est comme à la table, on soupe, on parle, puis ta journée, ouais, je fais ça, pourquoi j'ai pris cette décision-là, puis c'est inné, là. Exactement. Donc, c'est juste peut-être informer un peu comme vous le faites présentement, puis donner des avenues, donner des connexions, parce que moi, j'ai trouvé plein de gens là qui étaient extrêmement ouverts, prendre un café, venir me parler, des gens que tu dis en général, pourquoi ils me donnent ces connaissances gratuites comme ça là? Mais il y en a beaucoup. Ça existe il y en a beaucoup. Tu as juste à prendre ton LinkedIn, envoyer un message, la personne va te répondre. Ouais. Sur 10 personnes, il y en a peut-être 3 qui vont pas te répondre, mais tu en as 7 qui disent ben oui, j'ai 40 ans d'expérience, laisse-moi te donner. Les gens, ils ont juste hâte à ça, en fait. Les gens ont juste hâte à ça. Exact. Fait que peut-être, moi, je dirais, oui, le reprenariat, pour moi, est un avenue extrêmement intéressant, puis il faut en parler davantage. C'est peut-être pas pour tout le monde, dans le sens que il faut que tu sois prêt à faire certains sacrifices, parce que c'est pas facile. Mais je crois que tout le monde peut le faire. C'est pas pour tout le monde, mais je crois que tout le monde peut le faire. Je sais que je me contredis un petit peu. Montre-moi une bonne chose qui est facile à faire. Voilà. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ouais, exactement. Fait que, il n'y en a pas. En fait, je voulais savoir, tu sais, on en parlait un peu, mais les processus de financement. C'est un jeune là, qui nous entend et qui se dit, OK, je vais reprendre un fonds de commerce ou
je vais regarder comment je peux reprendre une entreprise. Je sais qu'il y a la CETEC, il y a plein d'autres organisations qu'on peut aller voir. Maintenant, entre nous, c'est quoi les tips que vous pouvez donner pour que les gens puissent mieux naviguer ou les premiers endroits à aller pour obtenir des sous, obtenir des supports et autres? À part venir vous voir, là, je pense que Pour du support, des Si conseils on- absolument des sous, bon, il faudrait qu'on négocie. Exact. Nous sommes des... t'es un investisseur aussi, fait qu'on va voir s'il y a une opportunité se présente. Je why reste not? un homme d'affaires. Nous sommes quand même des hommes d'affaires. Écoute, je vais peut-être aller juste à l'encontre par rapport au fonds de commerce. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est une belle opportunité. Puis effectivement, quand tu achètes un fonds de commerce, ça fait de faillite, tu te retrouves à acheter seulement l'actif. Donc, on va vraiment aller la valeur au livre, ta table vaut tant, ton affiche vaut tant, ton tracteur vaut tant. Fait que tout ça, c'est facile à chiffrer, puis ça vient le prix, puis on le négocie. Tu n'auras pas à payer la plus-value qui est par rapport à l'intangible de l'entreprise, sa réputation, son achalandage, sa clientèle et tout, parce que justement, elle a fait de faillite. Moi, je dirais, c'est peut-être mieux de se mettre avec une autre personne puis d'aller chercher une entreprise qui, elle, n'a pas fait de faillite, puis qui roule, puis qui est solide. Ça va donner une meilleure chance de réussite. C'est comme si tu es en train de me dire que, OK, j'ai jamais couru de ma vie, mais je vais commencer par courir un marathon. Parce que prendre une entreprise qui a fait de faillite puis le rebâtir, écoute, il y en a qui le font. Il y a des boîtes d'investissement, ils font juste ça. Mais c'est des experts, là. Ouais. Peut-être prendre le temps tranquillement d'y aller une étape à la fois. On peut aller à des entreprises un petit peu plus petites, une dizaine d'employés. Les dépanneurs pour commencer. Non plus, je recommande Non plus? pas. Pourquoi? Mais parce qu'un dépanneur, en fin de compte, tu achètes une job. Ouais, C'est vrai. Parce que le dépanneur, on va dire, tu vas l'acheter à 300 000 400 000. C'est quasiment la valeur de l'actif, de ce que tu as comme inventaire. Il y en a plein qui coûtent beaucoup moins cher que ça, là, Pour 80 000. rembourser le prêt, c'est genre interminable. Exactement. Puis, c'est comme si tu Les devrais marges. avoir toi, puis un autre toi pour travailler 24 heures En fait, pour être ok, capable de faire les revenus. Ma question est plutôt, quelles industries qui sont mieux finançables présentement par rapport Excellente au question. reprenariat? Ouais. Ben, c'est sûr qu'un dépanneur, puis un centre de coiffure, puis épicerie, c'est pas... Ah, on en avait de parler, Exact. justement. Les restaurants aussi. Je pense que les restaurants, exact. Je pense que les banques veulent rien, pas vraiment savoir Non. de quoi par rapport C'est à quoi ça. les autres Je dirais une entreprise, au niveau de la distribution, c'est Exact. extrêmement... distribution alimentaire? Distribution tout court. Moi, mon entreprise, c'est une La entreprise de distribution, distribution. Fait que tu exactement. peux distribuer toutes sortes de choses. Distribution au niveau plomberie, électrique, distribution de pièces automobiles, distribution d'un paquet d'affaires. La distribution est une avenue super intéressante parce que en tant que grossiste, ton travail, c'est d'aller négocier des bons prix, d'acheter en volume puis de revendre à des personnes qui ont besoin des petits volumes. Exactement. Donc, c'est là que tu arrives un peu à aller chercher ton épingle du jeu. Il y a toutes sortes d'autres entreprises. De mon côté, lorsqu'on s'est lancé en reprenariat, Lorna et moi, on avait vraiment sélectionné des domaines. Je suis un ingénieur, j'ai toujours rêvé de posséder ma propre firme d'ingénierie. Fait que ça faisait partie de notre liste, firme d'ingénierie. Au niveau du transport, on avait vu à quel point c'était important pendant la COVID. Fait qu'on s'est dit, une compagnie en transport, ce serait intéressant. Puis, numéro 3, la construction, c'est le poumon du Québec, une compagnie qui agit au niveau de la construction. Ça fait qu'on est allé là. Fait il y a plein d'avenues intéressantes. Puis une entreprise qui va être facilement finançable, c'est une entreprise qui a des bons revenus puis qui a des bons actifs. Si tu veux acheter une entreprise, par exemple, en transport, mais que les camions sont à 15 ans d'âge, il va falloir les changer l'année après que tu l'as pris. Je pense pas que la banque va te La banque donner va pas l'argent trouver ça pour vraiment ça. intéressant. Mais si tu négocies un bon prix d'acquisition, en Ouais. conséquence, OK, ben là, tu Là, peux on peut avoir, parler. tu peux avoir des choses exactement. intéressantes. Donc, c'est toujours selon le cas, là. Des tips de plus? Ben, tu sais, juste pour revenir à la question d'avant, tu demandais comment les gens pourraient se faire financer si les jeunes nous demandent. Puis c'est pour ça qu'on s'est regardé les deux parce que notre modèle était un peu similaire, mais tu sais, un conseil qu'on peut donner, c'est tu sais, économiser votre argent, économiser vos sous. C'est le même concept qu'on a dit tout à l'heure, comme s'acheter une maison. Pour s'acheter une maison, il faut quand même quelques sous, il faut une mise de fonds, il faut avoir un bon crédit, il faut avoir un bon historique. Ouais. C'est sûr qu'il y a un bilan personnel qui va sortir là-dedans, ils veulent le voir, même si tout dépend de l'institution financière qu'on choisit, parce que tu sais, il y a des banques à charte, puis il y a des banques institutionnelles.
Donc, la distinction, les deux, il y en a une qui va prendre une garantie personnelle, une autre non. Donc, c'est de voir est-ce qu'on est à l'aise à mettre À prendre une garantie personnelle. Exemple. Exact. Tu vois, moi, dans mon cas, j'ai pas mis de garantie personnelle. Donc, je suis avec la BDC. T'es un homme chanceux. Puis exact. Parce que Tout le monde dit que t'es pas si chanceux. Ah ouais, non, moi j'ai garantie personnelle, tous mes trouvais- avoirs là. Ouais. OK. Ouais, Donc non, moi parce je que suis, trouvais que j'ai travaillé moi je trop suis au fort pour poker une là, maison, j'ai puis, tout est sur la table. Good job. Good job. Ouais, c'est bien ça. Ben, c'est un Ah, je suis choix. pas sûr que c'est Ouais. bien. C'est un Non, choix. mais ce que je veux dire par bien, c'est que t'es capable d'aller prendre ce risque tout de même. Ben, c'est un risque calculé. Calculé, mais tout de Il est même, t'es capable de le calculé. prendre. Exact. Parce que Exactement. Ouais. l'idée aussi, veut pas, tu sais, on dit pas de garantie personnelle, mais il y a quand même une garantie. Ils prennent une garantie sur la business. Puis ouais. c'est un choix, exemple, tu sais, la distinction pour que si les gens veulent savoir pourquoi lui, exemple, il a pris avec sa garantie personnelle versus moi qui l'aurais pas pris, c'est exemple, moi, j'étais prêt à payer plus cher pour avoir cette tranquillité d'esprit. Lui, il paye moins cher. Mais il y a quand même une tranquillité d'esprit. Sauf rapport à qu'il y a la juste un petit rentabilité de edge. l'entreprise. Il y a un Exact. petit edge qu'à la fin, si la business, elle va pas bien, mais tout passe. Mais est-ce que cette garantie, il y a une date limite? La garantie n'a pas de date limite. C'est quand ils payent tout. C'est quand j'ai fini de payer mes. Fini de Exact. payer Quand tout. t'as fini de payer. Ouais, mais l'entreprise a besoin de l'argent. C'est tout ça les calculs. Est-ce Ah, que je tu sais, prends je sais, tout ce que tu as absolument. fait de la première année Absolument. pour rembourser? Mais c'est quand même aussi. Ça fait combien d'années que l'entreprise dans cette entreprise? Moi, 40. 41 ans. 41 ans. je suis Peut-être la que si troisième ton entreprise génération. était 41 ans, tu l'aurais eu aussi. Non, on a acheté. C'était Non, notre non, non, c'est structure pas ça, mais c'est financière un était choix, différente. justement. C'est un choix, Absolument. exact. Tu sais, moi, j'aurais pu aussi faire un garantie. Mais puis mon taux d'intérêt, exemple, là, en ce moment, il est peut-être à presque 9%. Exact. Tu vois? Mais en garantie personnelle, il était comme à 6,5. Exact. C'était comme un Ça, c'est- 2,5%. il Fait décrit que mon finalement, prêt à moi. il paye plus, quoi. Fait que mon prêt à moi, le Fait que taux je paye d'intérêt est plus, plus ouais. bas. Ouais, exact. Mais par contre, j'ai mis sur Tu as la mis sa table maison mes personnelle. pantalons, mes jambes. Ouais. Voilà. Moi, je Tes suis comme, je souliers, paye le tes chaussettes. 2,5. C'est Je ça, paye ouais. le 2,5, mais tu peux rien prendre de moi. C'est ça, ouais. Je rentre et je sors comme ça. Fait que chaque entrepreneur est Voilà. différent. là. Guys, j'aimerais ça vous laisser le mot de la fin. Mais j'aimerais ça que ce mot de la fin soit adressé pas à moi, Oui. à la communauté. Aux jeunes gens qui nous écoutent, aux gens qui nous écoutent qui aimeraient potentiellement se dire, écoute, tu sais, pourquoi pas acheter une entreprise? Parce que c'est accessible effectivement pour tout le monde. Oui. Fait que j'aimerais ça vous laisser le mot de la fin. Olivier, je te laisse aller. Ouais, avec plaisir. Ben, tu sais, j'aimerais commencer par dire, tu sais, vous me voyez aujourd'hui, je suis devant vous, mais j'ai été vous, j'ai commencé quelque part, j'étais seul, enfant unique, pas de parents nécessairement pour me guider. Je regardais autour de moi, puis je voyais des gens réussir, etc., puis je me demandais comment ils l'ont fait. Une chose que j'ai eue de ma famille, c'est qu'on m'a dit que le travail est ton respect. Donc, tant que vous êtes travaillant, tout est possible. Puis être entrepreneur, c'est de jamais arrêter de travailler et de se donner corps et âme. Donc, si vous êtes prêt à faire ça, l'entrepreneuriat est pour vous. La passion est indispensable. Parce que abstraction d'avoir les aptitudes pour pouvoir le faire et passer à travers ça, il faut qu'il y ait du cœur. Il faut qu'il y ait de la passion pour se réveiller à chaque jour et jamais rentrer au bureau de reculons. Qu'à chaque jour qu'on rentre dans le projet ou peu importe l'initiative, ben qu'on rentre à cœur joie. Donc, voici mon message pour vous, si jamais vous voulez vous partir en entrepreneuriat. Damn, OK. Merci. Wow. Moi, je suis inspiré. là. Ouais, vraiment, carrément. Preach, ouais. Ça Tu vient peux du regarder cœur. la Ça vient caméra du cœur. ici. Ouais, Ouais. absolument. Message, un peu dans le même sens. Le reprenariat peut sembler loin, inatteignable, mais les choses, le temps passe vite. Donc, ça vous prend 5, 10 ans, sincèrement, c'est pas grand-chose. Un peu comme on disait tout à l'heure, moi, j'ai une collatérale, donc j'ai mis un peu le reste de mes actifs en jeu. Puis moi, ce que j'ai dit aux banques, écoutez, si jamais tout ça brise, ça marche pas, ça m'a pris 15 ans pour rebâtir, je vais avoir 55, je vais venir frapper à votre porte, ça va me prendre un autre 15 ans, je vais rebâtir, puis je vais repartir. Donc, il faut pas se laisser figer par la peur. C'est normal d'avoir peur, mais il faut prendre action. En termes d'accessibilité, il y a énormément d'entreprises qui peuvent être accessibles. Et là, on peut penser qu'on n'a pas les sous. Si vous êtes quelqu'un de travaillant, comme dit Olivier, vous travaillez dans une entreprise, vous aimez ce que vous faisiez, vous pouvez approcher carrément les propriétaires à un certain temps pour dire, écoute, Oui. moi, j'ai un rêve vraiment entrepreneurial et tout. C'est quoi ton plan de transition? Et il peut y arriver par moment qui vous dit, ben écoute, moi, j'ai pas d'enfant. Puis, tu es un de mes meilleurs employés. Oui, je serais intéressé, mais pas tout de suite. Puis, vous allez carrément acheter l'entreprise avec les efforts que vous allez y mettre. Il y en a plusieurs qui l'ont fait de cette façon-là. Donc, on parle de 0 mise de fonds, mais par contre, ça va être une transition sur 5, 7, parfois 10 ans. Et vous allez donc, avec votre salaire, je donne Acheter des l'exemple, actions.
Exactement, avec votre salaire, il va réduire une partie de votre salaire, puis ça met de l'argent de côté automatiquement. Puis après 5 ans, là, vous avez acheté 50% d'entreprise, 20% d'entreprise, peu importe votre entente, jusqu'à ce que vous allez chercher le 100% nécessaire. Si vous allez dans cette trajectoire-là, je vous recommande chaudement d'inclure un juriste et d'avoir un contrat en bonne et due forme. Parce que certaines personnes se sont fait brûler dans mon entourage, qui ont travaillé pendant 5-7 ans, puis que l'entrepreneur dise « Écoute, tu as tellement bien travaillé, mon entreprise a doublé de valeur. En fin de compte, j'ai plus envie de me retirer. » Ouais. Donc, il faut faire attention, inclure les avocats, les professionnels là-dedans. Exactement, ouais, à 100%. Voilà mon conseil. Super point, good job. C'est fou, quoi. Moi, j'ai rien à dire, C'est un bon point qui vient de dire, l'entourage. Si je veux juste le donner aussi, si je peux donner un conseil, l'entourage, l'avocat, les avocats, le comptable, le fiscaliste. Oui. Fiscaliste, c'est important. Parce que dans la transaction, il y a des concepts, des trucs qu'on appelle des mémos fiscales. Un mémo fiscal, c'est quoi? Ça explique toutes les compagnies, comment ils vont être transigés d'une compagnie à une autre, mais c'est l'histoire de de la passation du flambeau, puis avoir une bonne firme comptable pour faire ça, c'est important. Puis du mentorat. Ouais, beaucoup. Mentorat, surtout dans notre communauté. Est-ce que vous êtes disponible pour ça? Moi, personnellement, je suis. Là, je te dirais que j'aime. Nous deux, on se donne. On essaie de se booker les deux. On est convoqués dans 3 semaines. Ça a pris 2 mois pour trouver un moment. Est-ce qu'on est. Puis on se rencontre ici, tu sais. Exact. Mais oui, on est ouvert parce qu'on veut. Tu sais, dans le sens que je pense que je parle pour nous deux. On était la personne qui était en avant, qui cherchait ce modèle. Tu sais, moi, personnellement, qui m'a inspiré, c'est tous nos athlètes d'origine haïtienne sur la chaîne nationale. International, excuse-moi, Bruni Surin, Jean-Pascal, Joachim Alcine, Adonis Stevenson. Après ça, tous les gars dans la LNH, les Joseph, des gars qui ont gagné des Coupes Stanley, qui ont fait des grosses choses dans la vie, là, mais entrepreneur, j'en avais pas énormément. Exactement. J'ai eu la chance récemment de découvrir France Saint-Élémy, mais autre que ça, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Puis on est dans l'air grâce aux personnes comme toi. En fait, il y en a. Mais c'est juste qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas encore. On ne les connaît pas. Mais grâce aux initiatives comme que tu fais en ce moment, que d'autres personnes aussi font, on va commencer à se connaître puis à créer justement un jour un fonds qui pourra aider les jeunes pour les accompagner dans leur initiative. Puis là-dessus, je pense qu'il y a Wills Théagène qui travaille sur un fonds justement pour aider la communauté. Ouais, le fonds Citadel. Donc, je fais exprès pour nommer le nom puis nommer le fonds. Mais super à la question... mentor pour moi, d'ailleurs. Ben, pour moi aussi. Quand je parle de mentor. Exact. Et vice-versa. Est-ce que c'est notre mentor à nous trois ici, Wills? Ben, écoute, Wills, on se parle tous les deux, mais Will nous a donné beaucoup de conseils à Laurent et moi, donc absolument. De mon côté, j'ai 3 mentors présentement. Donc, il faut carrément continuer à s'entourer des gens autour de nous. Mais je suis très ouvert. Si quelqu'un a besoin d'un coup de main, des conseils, j'en donne à ma communauté, j'en donne à les gens autour de moi tout le temps. Donc, inscrivez-vous sur LinkedIn, les gars. Moi, c'est le seul conseil que je vous donne. Inscrivez-vous sur LinkedIn, soyez actifs sur LinkedIn, puis n'ayez pas peur d'aller cogner les portes. C'est vrai, tout à fait. Genre, les gens vont répondre. Nombre de personnes qui... Exactement. Vous allez pouvoir rencontrer les gars sur LinkedIn, fait que ça va pouvoir très bien. C'est la fenêtre qu'il faut utiliser, effectivement. Vraiment. Faire contacter pour affaires sur Facebook, ça fait bizarre. Souvent, moi, je réponds même pas. Facebook, c'est non. Parce que je me dis, c'est un scam. J'ai l'impression que c'est un cold call que la personne me fait. C'est un scam. Mais sur LinkedIn, je réponds à tout le monde. Mais oui, c'est vous, hein? Ouais, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai mon LinkedIn depuis le secondaire. Ah ouais, exactement. Ok, t'es un avant-gardiste. Vraiment. On peut dire secondaire. Ça comme ça. Depuis l'école, depuis le secondaire. Tu mettais quoi là-dessus? Open to work. Non, même pas. Hein. J'ai commencé en... Dans formation, tu mettais école secondaire, 5e secondaire à finir. Non, sincèrement, je me rappelle pas. Okay. Je me rappelle pas, mais... Non, mais je trouve ça admirable. Je me rappelle pas. Je l'ai depuis secondaire, je mettais mes trucs de bénévolat. Ok, j'ai commencé. j'ai pas pensé à ça. Moi, mes trucs de bénévolat, mais c'est pas LinkedIn qui m'a permis de trouver un travail nécessairement non plus, tu vois. Mais par contre, ça m'a permis de grandir mon entreprise. Vraiment, parce que c'est organique. C'est pas comme Facebook où tu as l'impression que tu partages, même ta mère voit pas ton post. Même ta mère ne voit pas ton post, quoi, tu vois. Mais sur LinkedIn, les gens voient, les gens interagissent avec toi. Puis LinkedIn s'occupe organiquement de faire tes trucs revenir. Exactement. Les gens, ils te reparlent d'une affaire, puis t'es comme, ok, Et chaque personne qui like ou qui commente ou qui partage, tout son réseau voit. Ouais, c'est vrai. Que ça soit que la personne like, mais tout son réseau voit comme si la personne avait partagé. Fait que la force de LinkedIn en ce sens, elle est extraordinaire. Je sais qu'il y a beaucoup dans la communauté qui stressent sur LinkedIn. Mais guys, arrêtez de stresser. Vous stressez sur Facebook?
Vous stressez sur Instagram? Voilà. Non! Fait que c'est la même affaire. C'est les mêmes passions qu'il Peut-être faut, pas mettre quoi. des photos des plats de Ouais. souper sur LinkedIn, Non, parce non, que c'est pas la même mais plateforme. dépendamment, justement, il y a Si du t'es en monde qui cuisine- font. Si t'es en Exactement, cuisine, il y a ça du y monde qui va. fait, justement. Si on tu est vois. en restauration, c'est Exactement, mais sur LinkedIn, c'est vraiment ton authenticité, ça que tu mets. Fait que c'est la même affaire qu'on partage sous les réseaux de base. En tant que jeune professionnel, si tu partages ça sur Facebook, Instagram, ça va fonctionner parfait aussi sur LinkedIn, encore mieux même. Tout à fait Fait d'accord. qu'en tout cas, ça c'était le seul conseil que j'avais à donner. Très bon Soyez conseil. sur LinkedIn. Très bon conseil. Parce qu'il y a plein, LinkedIn. il y a plein de gens qui sont sur LinkedIn qui cherchent à vendre. Black Ink Podcast Oui, est aussi, en collaboration aussi. avec Qui cherchent à vendre, Aussi. qui ne trouvent pas de repreneur. Et si ton profil LinkedIn est bien et que, en fait, c'est ton CV. Moi, quand on me demande mon CV, j'imprime mon profil LinkedIn. fort. Ouais. Fait que Bien. c'est Et la même vice-versa, ça peut être affaire. justement... Exactement. C'est le Fait- reflet du CV, Ouais, effectivement. exactement. Fait que sur ce, guys, on va finir cet épisode. Bien Merci sûr. beaucoup Ça d'avoir fait Merci, partagé. Carlando. Vraiment, c'était excellent. Écoute, je vous invite vraiment à aller nous suivre sur les réseaux. Suivre ces deux gars-là sur les réseaux. Vous allez avoir en bas de l'écran, on va partager leur profil. Vous pouvez les suivre sur les réseaux, surtout sur LinkedIn. Et écoute, vous savez quoi faire. Likez, partagez. Même si vous n'écoutez pas, même si vous n'avez pas le temps d'écouter, vous n'avez pas besoin de save. Likez, partagez-le tout de suite. Allez, on se reparle. Prenez soin. C'est... Good job.